Javier, c'est quand tu veux. Hein. Bon, bonjour. Je veux juste remercier les élèves qui avaient participé à ce concours de lecture, les professeurs qui ont aidé à l'organisation de, ce, de ce colloque, de ce concours, le conducteur du colloque, du concours, pardon. Et ben, j'espère qu'on va passer un moment agréable, nous tous, en écoutant vos lectures. Alors, la petite feuille que vous avez ici, c'est juste pour marquer en brouillon une note que vous allez attribuer à chaque participant. Pour vous rappeler, à la fin, vous allez le faire sur votre portable, donc pour vous rappeler la note d'appréciation que vous aviez mis en principe et que vous pouvez changer en fonction de ce que les autres font après. C'est-à-dire, vous pouvez changer, bien sûr. D'accord. Alors, merci tout le monde. Et allez, on y va, le concours commence. Bien, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Tanguy, d'accord. Donc, je suis étudiant en deuxième année en Estudia Francesa. Et je vais avoir la joie d'être le conducteur de ce petit concours. Très bien. Voilà. Donc, je vais demander la première concurrente. Donc, c'est Sarah Bouossos. Elle est en quatrième année en Estudia Francesa. Elle va nous présenter un texte tiré du livre Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Elle l'a choisi car elle trouve que c'est un thème assez tabou auquel il faudrait donner un peu plus d'importance. Demain, j'allais travailler ma classe et déjà j'ai rené mon sexe. ¿Se escucha? Vous pouvez enlever le masque, hein, tout ce qui est participant. Demain, j'allais travailler ma classe et déjà j'ai rené mon sexe. C'est non plus, mon père ne se résignait pas. Il avait la couleur de la jeune fille, la vraie, mais que son jeune incarnait cet idéal. Elle croyait encore que les enfants naissaient dans les choux. Mon père avait tenté de préserver mon ignorance. Il disait autrefois que lorsque j'aurai 18 ans, il m'interdirait encore les grands de France à couper. Maintenant, il acceptait que j'ai lu n'importe quoi, mais il ne voyait pas beaucoup de distance entre un fil averti et la raison dont, dans un livre infâme, Peter Marguerite venait de tracer les portées. Si dommage j'avais sauvé les apparences. Il aura pu sa commande d'un fil exceptionnel à condition qu'il évite soigneusement d'être insolite. Je ne réussis pas. J'étais sortie de la chambrade, je me regardais de nouveau dans les glaces avec faveur, mais en société, je faisais par figure. Mes amis, et sincèrement, jouaient avec qui sont l'euro montant. Et paraissaient au jour de leur mère, ces vérités, souriez d'ici à m'amener de rien. Moi, je souriais mal, je ne savais pas faire de charme, de l'esprit ni même de concession. Mes parents me citaient un examen de jeune fille remarquablement intelligent, et qui cependant brilla dans les salons. J'ai mérité car je savais que le camp n'avait rien de commun avec les miens. Et travailler en amateur tandis que j'avais passé professionnel, j'ai préparé cette année des certificats de littérature, dilettant des mathématiques générales et j'apprenais les règles. J'avais tellement ces programmes la difficulté d'un musée, mais précisément pour m'imposer la réalité des corps de parole fort, il fallait que l'étude ne représentait pas un à côté de ma vie, ma vie même, les choses dont on parlait autour de moi qui ne m'intéressaient pas. Je n'avais pas d'idées subversives. En fait, je n'avais rien d'idées sur rien. Mais toute la journée, je m'entendais à lire, à comprendre, à critiquer. Je m'interrogeais et cherchais avec précision la vérité. Ces scrupules me rendaient une absurde conversation mondaine. Somme toute, en dessous des moments où j'étais reçue excessamment, je ne faisais pas honneur à mon père. Aussi attachait-il une extrême importance à mes diplômes et m'encourageait-il à les accumuler. Son instinct me persuada qu'il était fier d'avoir profilé une femme de tête. Au contraire, ce de réussite extraordinaire pouvait conjurer les gens qu'il éprouvait. Merci Sarah. Nous allons donc maintenant passer à notre prochaine candidate, qui est Belén Caro Ortiz. Oui.
la musique. Je sais pas. Je crois que- Donc, notre prochaine candidate est Belén Caro Ortiz. Elle est en première année de traduction et interprétation. Elle va nous présenter donc une chanson de Serge Lama qui est reprise par Lara Fabian. La chanson est Je suis malade. Elle est admiratrice. Notre candidate admire notre chanteuse hein, et aussi les parents. Voilà. Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. Tu arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt des ans. Tu t'en fous. Comment rocher, comment empêcher. Je suis accrochée à toi. Je suis fatiguée. Je suis épuisée de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là. Je vois toute la nuit et tous les whisky. Pour moi, on lui met un goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller, tu es partout. Je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort quand toi tu dors. J'appelle pas, mais j'appelle. Pourtant, moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue si ça continue. Je crèverai seule avec moi. Près de ma radio, comme un gosse idiot. En écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots. J'ai le cœur complètement malade, cerné du barricade. Tonton, je suis malade. Merci beaucoup, Belén. Accueillons maintenant Carmen Lan Castro Rodríguez. Hein. C'est une étudiante en Estudios Franceses aussi. Et elle va nous conter un poème de Charles Baudelaire tiré des Fleurs du Mal, Le vin des amours. Elle l'a choisi car elle aime le message qu'il transmet. Elle est en première année. Les vents de sa main. Aujourd'hui, l'espace est splendide. Sa mort, son éperon, son bride. Partons à cheval sur les vents, pour un ciel féerique et devant. Comme deux sens que torturent, une implacable calenture. Dans le vieux cristal du matin, suivant les mirages lointains.
Mollement les balancer sur l'aile du tourbillon intelligent, dans un délire parallèle. Ma sœur, côte nageant, nous ferons sans report ni trêve vers les paradis de mes rêves. Accueillons maintenant Ibrahima Diouf Bien. Il est en première année d'Estudia Francesas aussi. Il a 19 ans. Il a choisi le texte de Gaël Faye, Petit pays, hein, car Jésus, c'est le... Parce que ça lui a plu et qu'il a donc décidé de vous le présenter. Pendant que tout ce bon monde discutait, j'ai soudain reconnu Calixte dans la foule. Calixte qui m'avait volé mon vélo. À peine ai-je eu le temps de donner l'alerte qu'il a délaté aussi vite qu'un mamba vert. La ville entière l'a couru après, comme on poursuit un poulet qu'on veut décapiter pour le déjeuner. Par chance, ce jour-là, la population n'a pas eu le dernier mot. Il avait attrapé Calixte, mais la police a rapidement mis un terme à la bastonnade démocrate. Calixte, bien amoché, a été emmené au cachot communal et Donancier s'est empressé de déposer plainte. Calixte, sous le verrou. Ça ne réglait pas le problème de mon vélo. Il l'avait revendu à un agriculteur de Jitaba. Nous avons décidé de retrouver l'agriculteur de Jitaba. Au lieu dit de Jitaba se trouvait une petite maison entourée au sommet d'une colline. Dans la cour, une femme était à genoux sur une natte, occupée à moto du sorgho. Derrière elle, un homme assis sur un tabouret nous a invités à nous approcher. C'était l'agriculteur. Avant même de connaître la raison de notre visite, l'agriculteur nous a proposé de nous asseoir dans sa cour. Il rentrait des champs. Il avait les pieds nus séchés par la boue, une chemise rapiécée, un pantalon de cotonnade retouché jusqu'aux genoux. À peine étions-nous installés qu'un garçon de mon âge a surgi dans la cour en pédalant mon vélo. Je n'ai pas réfléchi un instant. J'ai bondi de ma chaise et je me suis élancé vers lui pour saisir le guidon. La famille s'est levée. Elle se demandait ce qui se passait. Nous lançait des regards désemparés. Le garçon était tellement surpris qu'il n'a pas résisté quand je lui ai enlevé le vélo des mains. Donancien leur a expliqué qu'on leur avait vendu un vélo qui avait été volé. Le visage du garçon s'est décomposé à mesure qu'il comprenait la situation. Le paysan a commencé à s'expliquer à son tour en penchant la tête vers la gauche et en ouvrant la peau des mains vers le ciel. Il disait qu'il s'était sacrifié pour offrir ce cadeau à son fils, qu'il avait économisé longtemps, qu'ils étaient des gens modestes et bons chrétiens. Donancien leur a dit qu'ils n'avaient qu'à porter plainte contre Calixte pour récupérer leur argent. Innocent s'est approché de moi, a saisi le vélo et l'a chargé à l'intérieur de la camionnette. Quand Donancier s'est assis à côté de moi dans la cabine, il a inspiré profondément. Gabriel, par pitié, ne prenons pas le vélo. Ce que nous sommes en train de faire est pire que du vol. Nous brisons le cœur d'un enfant. Et moi alors, j'ai répondu contrarié. J'ai aussi eu le cœur brisé quand Calixte a volé mon vélo. Bien sûr, mais ce vélo a moins d'importance pour toi que pour cet enfant. Lui est très pauvre et son père a travaillé dur pour lui offrir ce cadeau. Si nous partons avec le vélo, il n'aura jamais la chance d'en avoir un autre. Nous savons qu'ils ne récupéreront jamais l'argent et qu'ils auront injustement perdu les économies de plusieurs années. Je n'ai pas voulu de me retourner ou de regarder dans le rétroviseur. Notre mission était accomplie. Nous avions retrouvé mon vélo et le reste n'était pas mon affaire. J'avais beau trouver une justification à mon acte, une honte grandissant à moi. Arrivé à la maison, j'ai annoncé à Innocent et à Donancien que je ne toucherai plus jamais ce vélo de ma vie. Donancien s'est penché vers moi. Le mal est fait, gamin. Il a articulé.
il a articulé lentement. Merci beaucoup, Ibrahima. Accueillons maintenant Noémie Escalera Sanchez. Elle est en 3e année d'Estudios Francesas. Elle va nous présenter un extrait du livre La femme gelée de Annie Ernaux, puisqu'elle aime bien la vision des femmes des années 60-70 et son rôle dans la société. C'est que je deviendrai quelqu'un. Il le faut. Ma mère le dit. Et ça commence par un bon carnet scolaire. Le samedi, elle fait les comptes des 10 dictées et un calcul, mais ne mouve pas devant l'inévitable. 4 en culture et les passables en conduite. Sauf si j'ai à la moindre baisse et que mon père ne trouve pas d'excuse à sa fille. Ne jette tout le temps nécessaire pour apprendre les tables et faire les exercices de conjugaison. Il ne me dérange jamais dans mes devoirs, pas plus que dans mes jeux, pour me demander de mettre les tables ou essuyer la vaisselle. Tu n'as que ta petite personne à penser, disent-ils. Oh, la grandeur du don, la beauté des araignées sacrifiées, le charme des petites filles serviables qui apportent les gâteaux de l'apéritif. Chez moi, ça n'a pas cours, dénigre même. L'avenir. J'ai entre 7 et 10 ans. Je sais que je suis au monde pour faire quelque chose. Aucun frère ne me bouge l'horizon de son destin prioritaire. Je sais maintenant que l'attitude de ma mère était aussi un calcul. Pas parce qu'elle n'était pas à la bourgeoisie qu'il faut tout lui passer. Voulait une fille qui ne prenait pas comme elle les chemins de Lucie, qui dirait merde à tout le monde, aurait envie libre. Et l'instruction était pour cette merde et cette liberté. Alors, ne rien exiger de moi qui puisse m'empêcher de réussir. Pas de petits services et d'aide ménagère où ça glisse l'énergie. Ce qui compte, c'est cette réussite-là. Mais pas été interdit, ne m'est pas été interdit parce que j'étais une fille. Devenir quelqu'un, ça n'avait pas de sexe pour mes parents. Ça ne me transitait pas non plus par les voiles de la mariée. Patiemment, régulièrement, tôt, on me perçoit que les mariages n'étaient qu'une péripétie d'après les études et les métiers. Exactement pareil que pour un garçon. Dans les promenades, ma mère me raconte des tas d'exemples à ne pas suivre. Le petit machin, pourtant si bien, si intelligent, qui a loupé son vachot parce qu'il était fiancé. Un autre qui s'est monté la tête avec un bon mariage. Le bec dans l'eau. Il faut être bien armé pour la vie d'abord. Naïveté de ma mère, elle croyait que les savoirs et un bon métier me prémuniraient contre tout, y compris les pouvoirs des hommes. Donc, merci Noémie. Donc, nous accueillons maintenant Enzo González Chrétien. Il est en première année de double grado Estudios Francesas et Magisterio Primaria. Il va nous présenter un extrait du livre Chagrin d'école de Daniel Pénac. Puisqu'il apporte une vision de l'école différente avec un langage familier et facile à lire. Et pour Enzo, c'est comme une métaphore sur la fonction des professeurs, très belle et inspiratrice. C'est vrai. C'est vrai. Chez nous, il est malvenu de parler d'amour en matière d'enseignement. Essayez pour voir. Entend parler du corde dans la maison d'un pendu. Mieux vaut recourir à la métaphore pour décrire le type d'amour qui anime Mademoiselle G, Nicole, les professeurs dont j'ai parlé tout au long de ces pages, la plupart de ceux qui m'invitent dans leur classe, étant les inlaissables que je ne connais pas. Métaphore donc. Et métaphore, elle est, en l'occurrence.
Vercors, une fois de plus. Un matin de septembre dernier, les tout premiers jours de septembre. Je me suis endormi tard sur une quelconque page de ce livre. Je me réveille, pressé de poursuivre. Je m'apprête à sauter du lit, mais un subtil vacarme me stoppe. Ça piaille autour de la maison. Épiments innombrables, à la fois intenses, à tout à fait tenus. Ah oui, le départ des hirondelles. Chaque année vers les mêmes dates, elles se donnent rendez-vous sur les fils électriques. Champs et bords de route se couvrent de partitions, comme dans une image à 3 sous. On s'apprête à migrer. C'est le vacarme des retrouvailles. Celles qui tournoient encore dans le ciel demandent l'autorisation d'aliénage à celles qui sont déjà passées sur leur fil. Toute frémissant de désir d'horizon. Magnez-vous, on y va, on arrive, on arrive. Ça vole à toute allure. Ça vient du nord, par un rayon hitchcockien, cap vers le sud. Or, c'est précisément l'orientation de nos chambres. Nord, sud. Une lucarne à nord, une double fenêtre au sud. Et chaque année, le même drame. Trompé par la transparence de ces fenêtres alignées, un bon nombre d'hirondelles se cassent la tête contre la lucarne. Pas d'écriture ce matin, donc. J'ouvre la lucarne nord et la double fenêtre sud. Je replonge dans notre lit. Et nous voilà occupés pour la matinée à regarder des escadrilles d'hirondelles traverser notre gueule. Silencieuses tout à coup, intimidées, peut-être par ces deux allongés qui les passent en revue. Seulement, de part et d'autre de la double fenêtre, deux minces fenestrons verticaux restent fermés. L'espace est vaste entre les deux fenestrons, de quoi livrer passage à tous les oiseaux du ciel. Pourtant, ça ne rate jamais. Il faut toujours que 3 ou 4 de ces idiots se payent les fenestrons. C'est notre proportion du cancre, nos déviantes. On n'est pas dans la ligne, on ne suit pas le droit chemin, on batifole leur mage. Résultat, fenestron. Poum, assommé sur le tapis. Alors, l'un de nous se lève, prend l'hirondelle étourdie à creux de sa main, ça ne pèse guère, ses os par devant, attend qu'elle se réveille et l'envoie rejoindre ses copines. La ressuscité s'envole. Grotte encore un peu, zigzagant dans l'espace retrouvé, elle pique droit vers le sud et disparaît dans son avenir. Voilà. Ma métaphore vaut ce qu'elle vaut. Mais c'est à cela que ressemble l'amour en matière d'enseignement. Comme on relève comme des oiseaux fous. C'est à cela que Mademoiselle G ou Nicole ont occupé leur existence. Sortir du coma scolaire une ribambelle d'hirondelles fracassées. On ne réussit pas à tous les coups. On échoue parfois à tracer une route. Certains ne se réveillent pas, restent sur le tapis ou se cassent le cou contre la vitre suivante. Cela demeure dans notre conscience, comme ces trous de remords où reposent les hirondelles mortes au fond de notre jardin. Mais à tous les coups, on essaye. On ne peut pas essayer. Ils sont nos élèves. Les questions de sympathie et d'antipathie pour l'un ou l'autre d'entre eux, questions à ne pas pleurer pourtant, n'ont pas en ligne de compte. Bien malin qui peut dire le degré de nos sentiments à leur regard, ce n'est pas de cet amour-là qu'il s'agit. Une hirondelle assommée est une hirondelle à ranimer. En finale. Merci beaucoup, Enzo. On va maintenant accueillir ici Fatima Siking González Morales, une étudiante en estudio francesa et aussi éducation primaire. Elle va nous présenter un extrait de son livre préféré, écrit par Alice Kellen, qui s'intitule « Nous sur la Lune ». Aujourd'hui, je l'ai eu, Ginger. J'en suis venue à réaliser soudainement, comme une de ces révélations qui arrivent au moment le plus inattendu. J'étais affalée sur le canapé. Pas couchée, non, affalée. C'est le mot correct. J'étais regardé le plafond alors que le soleil s'élevait de l'autre côté de la fenêtre et tout tournait en rond. J'ai débattu un instant entre continuer à voir ou aller vomir. Et puis, je suis la rose.
Je n'ai jamais été le petit prince, ni le protagoniste, encore moins le renard. Non, j'étais la putain de rose, capricieuse, égoïste, fière et pleine d'épines. Et tu as passé des années à m'arroser et à prendre soin de moi, malgré le fait que parfois tu te piquais quand tu étais trop près. Et tu ne sais pas à quel point je suis désolée, Ginger. Je suis désolée de t'avoir blessé et je suis désolée de m'avoir blessé. Je suis désolée de ne pas savoir comment faire les choses différemment et d'être un désastre complet. Si jamais tu lis ceci, je veux que tu saches que je comprends que tu t'éloignes de moi, de que tu as réalisé que le monde est plein de rosières, plein de fleurs, et qu'en réalité, je n'ai jamais été différente. Nous ne sommes pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous ne faisons pas. Nous sommes ce que nous disons presque autant que ce que nous disons. Nous sommes les questions qui ne nous sont pas prononcées, au même mesure que ces réponses qui ne viendront jamais et resteront à jamais flottant entre des tourbillons de peur et d'incertitude. Nous sommes la subtilité d'un regard, l'intimité d'une douce caresse, la couve d'un sourire sincère. Nous sommes des beaux moments, des moments de sommeil, des nuits tristes. Nous sommes des détails, nous sommes rêves. Mais par-dessous tout, nous sommes les décisions que nous prenons dans toutes sa dimensions. Pour chaque choix, nous avançons et laissons tomber quelque chose en cours de route, où nous prenons de recul et abandonnons quelque chose qui était encore à venir. Nous avançons entre les alternatives, en sélectionnant certaines, en rejetant d'autres, marquant notre destin. Il y aura toujours quelque chose que tu perdras, même lorsque tu gagneras. Mais ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est vraiment précieux, c'est de pouvoir prendre cette décision, de le faire en étant libre. Parier sur un rêve, sur soi ou sur une autre personne, sans doute ni peur, juste avec envie, avec passion. Bien, très bien, merci. Maintenant, nous accueillons Oriana Andreina Guichard Garcia, hein, une étudiante qui nous vient tout droit d'Italie, puisqu'elle fait son Erasmus ici à Grenade. Elle va nous présenter le poème de Charles Baudelaire intitulé Horloge, puisqu'il représente l'analogie du temps. Hein. Et puisque c'est une poésie décadente, je vous laisse avec cette très jeune demoiselle. Horloge de Charles Baudelaire. Horloge, Dieu sinistre, effrayant, impossible. Quand les doigts nous menacés nous dit, souviens-toi. Les vibrants de l'heure, dans un corps plein d'effroi, se planteront bientôt, comme dans une cible. Les plaisirs vaporeux voyant vers l'horizon, ainsi qu'un sylphide au fond de la coulisse. Chaque instant, je dévore un morceau de délice, à chaque homme accordé pour toute sa saison. 3600 fois par heure, la séquence chuchote. Souviens-toi. Rapide, avec ses voix d'insectes. Maintenant dit, suis autrefois. Et je rompis ta vie avec ma trompe immonde. Remember. Souviens-toi. Digue, estimez-moi. Mon gosier de métal par toutes les langues. Les minutes, mortelles folâtres, sont des gangs. Qu'il ne faut pas lâcher sans un extérieur. Souviens-toi que le temps est un jour avide, qui gagne sans tricher. À tout coup, c'est la loi. Les jours décroît, la nuit augmente. Souviens-toi. Les gouffres a toujours soif. La clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où les devants hasard, où le concert tout n'est pas encore vierge, où les repentir même. Oh,
la dernière auberge. Otto te dira, mère, lâche, il est trop tard. Merci beaucoup, Oriana. Donc, la prochaine concurrente s'appelle Andrea Navarro Sorda, en première année d'Estudia Franceses. Elle va nous présenter un texte d'Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Donc, on passe à Bon, n'étant pas présente, nous allons passer à Judith, d'accord? Elle est donc en première année d'Estudia Franceses. Elle a choisi le poème Alzheimer de anonyme, hein, d'accord. Un texte très intéressant et très bien. Hein. Il essaye de transmettre un message très profond. Ne me demande pas de me rappeler. N'essaie pas de me faire comprendre. Laisse-moi me reposer. Fais-moi savoir que tu es avec moi. Embrasse mon cou et tiens ma main. Je suis triste, malade et perdue. Tu sais que je sais, c'est que je vais soin de toi. Ne perds pas patience avec moi. Ne sac pas, ne crie pas, ne pleure pas. Je n'y peux rien de ce qui m'arrive. Même si j'essaie d'être différent, je n'y arrive pas. Rappelle-toi que je vais soin de toi, que le meilleur de moi est parti. N'abandonne pas, reste à mes côtés. Et moi, jusqu'à la fin de ma vie. Très bien. Maintenant, nous accueillons Alicia Parramarin. Elle est une étudiante en troisième année de Estudia Franceses. Elle va nous présenter un extrait du livre La fille au chat de... Ah, oui. Bon. Parce qu'elle croit que les contes possèdent une charge émotionnelle transmissible oralement de telle sorte que le public puisse profiter de sa lecture autant qu'elle. ¿Se oye? Sí. La fille au chat. Así mejor, ¿no? Donc, la fille au chat. Elle demeurait toujours à l'écart, assise, seule, sur les mêmes bancs. Dans ses bras, un gros chat noir ronronnait paisiblement, tandis qu'elle griffonnait avec beaucoup d'amour son pelage. J'étais intriguée. Alors, je me suis approchée, l'air d'un jeune homme qui passait dans le coin. « Beau chat, tiens-y à moi. » Et de là partit notre conversation. Je lui proposai une oreille, elle me raconta sa vie. Elle me parla particulièrement de sa singulière petite famille et de cette passion mystique qu'elle avait pour les félins. J'étais devenue son amie, avait-elle déclaré d'un ton cérémonieux. Et par conséquent, je devais accepter son invitation au repas familial. C'était une fille captivante. On voyait dessiner très clairement sur son visage de les figures géométriques qui formaient la sympathie. J'acceptais. La table était dressée. Les festins, un véritable plaisir olfactif, un régal à la vue. Mais avant d'y goûter, je devais attendre que la famille se joignît au banquet. La fille revient alors, suivie de l'ensemble des chats de diverses races. Comme si de rien n'était, ceux-ci sautaient chacun sur un siège à la table et m'adressaient la parole. Au-delà de ma stupéfaction, je trouvais absurde, voire faux, de reprendre dans une langue purement humain et d'être tout à fait compréhensible d'un point de vue animal. Et il continuait de se plaindre, de m'interroger, de rogner, de s'indigner, de miauler ou de s'éparpiller,
comme si à leur sens de cette conversation était normale. Il est temps de s'en aller d'ici. Mais j'ai vendu la chaise et atterri sur 4 pattes. Une queue me suivait dans mes trottements. Les choses les plus petites parurent de plus en plus grands à mes yeux, et je portais sur mon museau une longue moustache tendue. Comme si les mauvais sorts ne m'avaient pas assez affligée, j'étais opprimée par un irrépressible besoin de câlin. Dans le bras de la fille, assise seule à l'écart, je ronronnais paisiblement, tandis qu'elle griffonnait, avec beaucoup d'amour, mon pelage. Alors, maintenant, accueillons Andrea Pérez Martinez. Bien. Oui. Elle va nous lire un livre de Charlotte Brontë qui s'appelle Jeanne R. En première année, oui. Les privations, ou plutôt les souffrances que nous avions endurées jusque-là, diminuaient. Les printemps allaient revenir. Il était presque arrivé. Le gelé avait cessé. La neige était fondue. Le vent froid souffla moins fort. Mes propres pieds, que l'air glaciaire de janvier avait meurtri et s'enflaient au point de gêner ma marche, commençaient à guérir sous l'influence des brises d'avril. Les nuits et le matinée renonça à une température digne du Canada, les glaçants plus le sang dans nos veines. La récréation passe dans les jardins devenant supportable, quelquefois même lorsque le soleil brillait. Elle s'était douée et agréable. La verdure perçait sur ces massifs sombres qui, s'engageant, s'accueillent, faisait croire que l'espérance les traversait. Traversait la nuit et laissait chaque matin des traces plus brillantes de son passage. Les fleurs commençaient à se mélanger aux feuilles. On voyait butonner les violets d'hiver, les crocus, les oreilles de couleur de pourpre et les pinces aux yeux dorés. Le jeudi, comme nous avions demi-congé, nous allions nous promener et nous trouvions des fleurs encore plus belles, éclosées sur le haie vive. Je m'aperçus aussi, à mon grand contentement, que le hasard nous avait réservé une jouance qui n'y était limitée que par l'horizon. Donc, merci Angela. Maintenant, on va accueillir José Álvaro Revellas, en 4e année de Estudia Francesa. Il va nous présenter un texte de Pierre Desproges, Vivons heureux en attendant la mort. José voulait en faire un hommage à cet auteur qu'il a voulu ressusciter pour exalter notre droit à l'expression et notre devoir de vivre joyeusement. Comme ça? Vous m'entendez? Il faut rire de tout. C'est extrêmement important. C'est la seule humaine façon de friser la lucidité sans tomber dedans. Jean Moulin disait... Merde. Que disait Jean Moulin? Ah oui. Jean Moulin disait... C'est vrai pour moi, l'expresso, Madame Germaine. C'était en juin 1943, à Lyon, quelques jours avant sa mort. J'en ris encore. Le rire. Parlons-en. Et parlons-en maintenant. Les questions qui me hantent sont celles-ci. Peut-on rire de tout? Peut-on rire avec tout le monde? À la première question, je répondrai oui sans hésiter. S'il est vrai que l'humour et la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège, blasphématoire, que les bigots de toutes les chapelles tachent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, on peut rire de tout. On peut rire de tout.
de la guerre, de la misère et de la mort. Reste. Est-ce qu'elle se gêne, elle, la mort, pour se rire de nous? Est-ce qu'elle ne pratique pas l'humour noir, elle, la mort? Regardons s'agiter ces malheureux dans les usines. Regardons gigoter ces hommes puissants, boursouflés de leur importance, qui vivent à 100 à l'heure. Ils se battent, ils courent, ils caracolent derrière leur vie, et tout à coup, ça s'arrête, sans plus de raison que ça n'avait commencé. Et le militant de base, le PDG, la princesse d'opérette, l'enfant que j'ai vu à la Marelle dans les caniveaux de Beyrouth, aussi à qui je pense et qui a cru en Dieu jusqu'au bout d'un cancer. Tous nous sommes fauchés un jour par le croche-pied rigolard de la mort imbécile, tandis que les droits de l'homme s'effacent devant les droits de l'asticot. Alors, quel autre échappatoire que d'écrire, sinon le suicide pour le ride. Merci. Donc, on accueille maintenant Emma Sanchez Aguirre, qui est en première année des Estudios Franceses aussi. Donc, elle a choisi le poème L'âme en fleur, puisqu'il lui a attiré son attention. Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi? Pourquoi me faire ces sourires? Qui tournera la tête au roi? Si vous n'avez rien à me dire, pourquoi venir auprès de moi? Si vous n'avez rien à me prendre, pourquoi me pressez-vous la main sur les rêves angéliques et tendres, auxquels vous soignez un chemin? Si vous ne l'avez rien à me prendre, pourquoi passez-vous par là? Pourquoi me pressez-vous la main? Si vous voulez que je me n'aille, pourquoi passez-vous par ici? Lorsque je vous vois, je tressaille. C'est ma joie, c'est mon sourcil. Si vous voulez que je me n'aille, pourquoi passez-vous par ici? Accueillons maintenant Estela Sanchez Lafuente. C'est une étudiante de première année en Estudios Franceses et Educación Primaria. Elle a choisi Le Petit Prince de Saint-Exupéry puisqu'elle adore ce texte. Je ne suis vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'un pan dans le désert du Sahara. Il y a 6 ans, quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir, toute seule, en une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sous le sable, à 1000 de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un rando au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise. Au lever du jour, quand une drôle de voix m'a réveillée. Elle disait, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hey, dessine-moi un mouton. Je sautais sur mes pieds comme si j'ai été frappée par les fraudes. Je viens frotter mes yeux. J'y viens regarder.
J'ai vu un petit bonhomme, tout à fait extraordinaire, qui me considérait gravement. Voilà les meilleurs portraits que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Bien, merci Emma. Maintenant, notre dernière candidate, si je ne me trompe pas, Alejandra Pilar Sánchez Meria, de première année de Estudios Franceses. Elle va nous présenter un texte tiré de Madame Bovary de Gustave Flaubert, car elle a apprécié le lire, surtout ce passage, où elle relationne le personnage d'Emma au personnage du Quichotte. D'abord, ce fut comme un étourdissement. Elle voyait les arbres, les chemins, les fossés, Rodolphe, et elle sentait encore l'étreinte de ses bras, tandis que le feuillage frémissait et que les joncs sifflaient. Mais en s'apercevant dans la glace, elle s'étonna de son visage. Jamais elle n'avait eu les yeux si grands, si noirs, ni d'une telle profondeur. Quelque chose de subtil épandu sur sa personne la transfigurait. Elle se répétait « J'ai un amant, se délectant à cette idée comme à celle d'une autre pauvreté qui lui serait survenue. Elle allait donc posséder enfin ces joies de l'amour, cette fièvre du bonheur dont elle avait désespéré. Elle entrait dans quelque chose de merveilleux où tout serait passion, extase, délire. Une immensité bleuâtre l'entourait. Les sommets du sentiment étincelaient sous sa pensée. Et l'existence ordinaire n'apparaissait qu'au loin, tout en bas, dans l'ombre, entre les intervalles de ses auteurs. Alors, elle se rappela les héroïnes des livres qu'elle avait lus, et la légion lyrique de ces femmes adultères s'est mise à chanter dans sa mémoire avec des voix de sœurs qui la charmaient. Elle devenait elle-même comme une partie véritable de ses imaginations et réalisait la longue rêverie de sa jeunesse, en se considérant dans ce type d'amoureuse qu'elle avait tant envié. D'ailleurs, Emma éprouvait une satisfaction de vengeance. N'avait pas-elle assez souffert? Mais elle triomphait maintenant, et l'amour, si longtemps contenu, gégissait tout entier avec des bouillonnements joyeux. Elle les savourait sans remords, sans inquiétude, sans trouble. La journée du lendemain se passa dans une douceur nouvelle. Ils se firent des serments. Elle lui raconta ses tristesses. Rodolphe l'interrompait par ses vessiers. Et elle lui demandait, en les contemplant les paupières à demi closes, de l'appeler encore par son nom et de lui répéter qu'il l'aimait. C'était dans la forêt, comme dans la veille, sous une note de sa voix, haute de sabotier. Les murs en étaient de paille et les toits descendaient si bas qu'il fallait se tenir courbé. Ils étaient assis l'un contre l'autre, sur un lit de feuilles sèches. À partir de ces jours-là, ils s'écrivèrent régulièrement tous les soirs. Emma portait sa lettre au bout du jardin, près de la rivière, dans une fissure de la terrasse. Rodolphe venait l'y chercher et en plaçait une autre, qu'elle accusait toujours d'être trop courte. C'était la dernière, n'est-ce pas, Luna? Vous avez donc rempli, bonjour, vous avez donc rempli la fiche. Maintenant, vous pouvez passer vos réponses au formulaire en ligne. Vous trouvez le lien projeté.
En direct. Mais oui. Mais il faut cliquer. Enfin, oui, d'accord. Moi non plus. Hein. Oui. C'est bon, ça fonctionne? Oui. Ah. Oui, je pense. Juste une observation, Mireia Sousa n'a pas participé, c'est la dernière, elle reçoit des votes. Mais... Voilà, exact. Je connais pas, moi. Il y a 2 ans, ah oui? C'est ce que vient de dire. Regardez l'email après, pour voir si bien sûr. Je n'ai de Mireia. Elle a les cheveux noirs? Oui. Hein? Ils vont avoir les cheveux noirs? Oui, oui, non. Je vais garder le mail que j'ai envoyé. Donc, je crois que c'est le... Pour tout le monde. Oui, pour tout le monde. Oui, on est obligé. Oui, c'est ça. Ouais.
Regardez vite les mecs de vidéo. On a décidé que D'accord. Bah, Ouais. Loubna, tu devras venir voir alors parce que on est toujours en train de filmer, non, Loubna? Oui, on est toujours. Très bien. D'accord. Deux choses. Le meilleur de première année. Voilà. D'accord, bah, on regardera ensemble alors. Pour l'instant, il y a 26 réponses. Oui, c'est vrai. Comment? Ah, bah, bien regarder, j'ai l'écran ici. Bien regarder. Des paris internes. Bah, je suis en train de noter. Est-ce que c'est GDF, c'est ça? Voilà. On a les résultats, si tout le monde a pu répondre.